Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit du replay d'un webinaire que j'ai donné récemment sur la vision que nous avons pour briser le plafond de verre de la Silver Economy, des produits et des services de la Silver Economy. L'idée est de dire, voilà, dans beaucoup de secteurs d'activité, les marchés de la Silver Economy atteignent un plafond de verre, une limite, et l'idée c'est de développer une étude, enfin une méthodologie pour dépasser ce plafond de verre. Et dans ce webinaire, je prends l'exemple de la téléassistance. Tout d'abord, qui sommes-nous? Nous travaillons sur le marché des seniors depuis 1998. Nous sommes une agence de conseil qui s'appelle Senior Strategy, qui est basée en France, et Global Aging Consulting est basé à Berlin. ageconomy.org, c'est le cercle réseau d'affaires où vous rencontrez d'autres dirigeants d'entreprise autour d'un invité d'honneur qui échange avec nous sur un sujet. ageconomie.com, c'est le portail d'analyse. Et enfin, le grand entretien, c'est l'émission que vous connaissez peut-être sur le marché des seniors. Donc ça, c'est des exemples de grandes entreprises avec lesquelles on a travaillé. On a travaillé également beaucoup avec des petites entreprises et des PME, bien évidemment. Ce qu'on nous demande de faire, on a démarré sur le marketing, maintenant c'est beaucoup en stratégie. Il y a rendre cohérent un projet, la définition d'un positionnement, allié à un positionnement par rapport à une cible. Avec l'expérience, effectivement, on arrive facilement à voir si un projet a un avenir ou pas. Et s'il a un avenir, on arrive à savoir facilement quelle cible en fait il peut cibler et quelles sont les attentes de la cible, façon de faire un positionnement. On peut faire de la co-création des seniors ou des experts, donc ça c'est du brainstorming autour de vos projets avec des seniors bien recrutés, donc c'est des focus group, mais on peut également faire des brainstorming avec des décideurs dans différents secteurs d'activité. On nous demande généralement de détecter des blocages. Effectivement, on intervient dans deux situations, soit au démarrage d'un projet et avec des entrepreneurs et des responsables du projet qui sont assez ouverts et pas trop, je vais dire, sûrs de leur projet, mais en tout cas qui acceptent la contradiction. Et également sur des projets qui rencontrent des difficultés. C'est les deux points, deux sujets essentiels, deux tempos essentiels dans lesquels on intervient. Ou bien sûr rencontrer une difficulté ou veulent passer à un niveau supérieur. La validation d'une stratégie, la quantification du marché, donc on le fait par une méthodologie qui nous est propre, qui coûte beaucoup moins cher que faire une étude quantitative. Mise en relation avec des partenaires, on nous demande beaucoup cela en ce moment. Des séminaires stratégiques pour faire réfléchir la direction générale les directeurs d'un projet, des actions de communication en B2B, donc on le fait avec des webinaires, le site lemarchedesciences.com, enfin le ageconomy.com, des formations et des études quantitatives et qualitatives. Quantitatives, on sous-traite généralement à des partenaires et quantitatives, qualitatives, on les réalise en interne. Donc quand je dis briser le plafond de verre de la Silver Economy, bien évidemment, il faut définir ce que sont en fait les produits et les services de la Silver Economy. En 2003, j'avais développé une matrice que j'appelle la matrice COMGI. Sur l'axe horizontal, vous avez les produits. À droite, vous avez les produits spécifiques pour les seniors et à gauche, vous avez les produits pour toutes les générations. Et sur l'axe vertical, j'avais mis la communication. Est-ce que l'on fait un ciblage? Est-ce qu'on communique directement auprès des seniors en disant voilà, c'est pour les seniors, en disant voilà, pour les plus de 50 ans, pour les retraités? On met clairement des personnes plus âgées dans les communications. Et en bas, sur l'axe vertical, bien sûr, vous avez la communication sans âge. En fait, on ne parle pas de l'identité des seniors, mais on va parler de bénéfices d'un produit qui va résonner avec des attentes des seniors. La Silver Economy, pour moi, c'est tout ce qui est le rectangle ici en bleu clair, c'est les produits spécifiques pour les seniors. Et la téléassistance, elle est ici. Alors, bien sûr, on peut discuter sur le positionnement du rectangle rouge, en fait. Il est plus aussi également ici, parce qu'il y a aussi les personnes qui ont un handicap ou d'autres types de personnes. Mais on peut discuter du positionnement de la téléassistance. D'ailleurs, il y a des téléassisteurs qui vont se positionner très en haut à droite, et d'autres qui vont être plutôt positionnés ici. Et d'ailleurs, cette réflexion sur le positionnement est importante parce qu'on peut avoir des limites dans la cible, où l'on cible.
Donc voilà les produits Silver Eco. Maintenant, pourquoi il y a un plafond de verre? Alors un plafond de verre, c'est le taux de pénétration d'un produit sur un secteur d'activité dans mon sens. Et il est représenté par l'intersection au sens mathématique du terme entre la possibilité et la volonté, l'acceptation. Et en fait, un marché pour moi, c'est l'intersection, un marché réalisé, c'est l'intersection entre les gens qui peuvent acheter un produit et les personnes qui veulent acheter un produit. Bon, c'est une chose assez évidente. Donc là, vous avez en rectangle bleu foncé l'ensemble des seniors. Ensuite, vous avez le marché potentiel. Donc c'est le marché dont on pense que ces seniors de ce marché sont dans la cible qui serait intéressante pour eux d'être équipés d'une téléassistance. Il y a le marché réalisé, donc c'est les 10% de pénétration de la téléassistance en France. C'est là qu'on voit le plafond de verre. Et après, il y a votre marché propre de votre entreprise, de votre activité. Puis bien sûr, autour au rouge, là, vous avez les concurrents. Ou les confrères, comme vous voulez. Donc, le plafond de verre est ici. C'est qu'en fait, les 10% sont ici, même si le schéma est mal représenté au niveau des tailles. Ça représente 10% de l'ensemble du carré, du carré bleu. Bien évidemment, il n'y aura pas 100%, bien évidemment. Donc ça représente 10%. Et l'idée, en fait, alors le plafond de verre, il vient du fait qu'il y a des seniors qui, on pense, auraient intérêt à prendre une telle assistance, mais ne le peuvent pas. Ils sont empêchés par X raisons, familiales, géographiques, etc. Peu importe. Et également, ensuite, beaucoup bloqués par les personnes dont on pense qu'elles seraient intéressantes pour avoir la téléassistance, mais qu'elles la refusent parce que c'est pour les vieux, parce que c'est montrer une faiblesse, parce que je ne serai pas apprécié par les autres, j'aurai honte, etc., en portant un médaillon. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de dépasser le plafond de verre. Un petit zoom sur la téléassistance, si on veut passer de 10% à 20% d'ici 2030, il faut plus que multiplier par 2. Puisqu'en fait, les baby-boomers vont arriver, ils ont 78 ans, donc ils vont arriver, en 2030, les premiers seront arrivés à l'âge de la téléassistance actuelle. Et donc, il va falloir passer de 700 000, si on estime qu'il y a 700 000 installations en France en 2024, à plus de 1,5-1,7 million de personnes, donc ce qui est beaucoup. Les pistes de solutions pour y parvenir, donc à la fois arriver aux 20%, et donc à l'arrivée aux 20%, vous avez compris que ce n'est pas uniquement la croissance due à l'arrivée des baby-boomers, mais c'est pénétrer plus le marché à la fois des seniors et surtout des baby-boomers. Donc des exemples, c'est pas l'objet du webinaire, mais des exemples non confidentiels que tout le monde peut avoir, mais pour rappeler. Il peut y avoir, pour arriver aux 20% ou dépasser ce plafond de verre, il y a une solution qui fonctionne en fait, très clairement, qui fonctionne, qui est la gratuité. Ce que fait Tunstall, ce que fait la collectivité locale autour de Toulouse avec Tunstall, avec un taux d'équipement de la téléassistance qui dépasse beaucoup les 10%. L'obligation, on pourrait rendre obligatoire la téléassistance, bien évidemment, moi perso je serais un peu opposé en tant que citoyen. Des outils plus modernes, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre la téléassistance sur des téléphones, faire un médaillon moderne. C'est pas ça en fait qui fait dépasser le plafond de verre. Avoir un médaillon plus moderne, ça fait croître de quelques pourcents de plus son marché potentiellement, mais on n'arrivera pas, pour moi, aux 20% avec cette situation-là. Intégration dans d'autres services, donc bien sûr on pense tout de suite à Verisure qui pourrait, ou autres, et confrères, proposer la téléassistance en plus, même s'ils l'ont fait ou le font en partie. La motivation des prescripteurs, ça c'est un de mes grands sujets que j'avais proposé il y a quelques années. Il y a des prescripteurs qui voient mal l'intérêt direct important qu'ils ont à proposer la téléassistance, et donc ils ne sont pas très motivés par avoir une com de 1 ou 2 euros ou 3 euros tous les mois sur ce qu'ils ont installé. D'autres distributeurs, on pourrait penser aux pharmacies par exemple. Il y a eu des tentatives dans les pharmacies. La question c'est qu'il faut choisir le bon grossiste distributeur pour pouvoir être performant en pharmacie et pas aller taper que quelques-unes des pharmacies. Une communication régulière, donc ça c'est aussi un sujet que je développe depuis pas mal d'années. Si une personne s'équipe en téléassistance au mois de septembre, parce qu'elle a chuté ou parce qu'il y a eu un incident,
peut-être qu'au mois d'août, elle n'était pas intéressée par la téléassistance, elle s'y intéressait pas du tout. Et donc, il faut une communication régulière pour pouvoir toucher les gens au moment où ils recherchent la téléassistance. Ça, c'est étant donné qu'on ne s'est jamais intéressé à téléassistance juste avant. Bien évidemment, celui qui va acheter une voiture, par exemple, il connaît Renault, il connaît Peugeot, il connaît les marques. Donc, il n'y a pas besoin de rappeler la marque. Par contre, quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la téléassistance, et ça c'est valable pour la plupart des produits Silver Economy, la personne doit découvrir un secteur d'activité. Même si elle a entendu un peu parler à téléassistance, elle doit le découvrir. Donc il faut une communication régulière. Euh, les entreprises comme Stana, les Montesquielier, passent régulièrement à la télévision et ça a eu pour effet de faire dire, permettre à Stana d'avoir une bonne image auprès des seniors et même d'accepter de payer éventuellement un Stana plus cher. Et il y a également des marques avec des budgets beaucoup plus faibles, comme Epitact, qui passe également en publicité à la télévision. Ça demande de calculer la rentabilité parce qu'il y a une mise des paramètres et c'est pas valable pour tous les produits de la Silver Economy. Donc, l'un des meilleurs, pour moi le meilleur en France, pour calculer ce ROI, c'est Benoît Gobelot de l'agence Matinale. Ça peut être proposé par d'autres acteurs. On peut imaginer un jour que Orange propose la téléassistance. On pourrait imaginer des primes d'assurance plus faibles. C'est interdit en France pour l'instant. Pour l'instant, en fait, que c'est interdit en France. On pourrait imaginer dans d'autres pays qu'il y ait des avantages au niveau des assureurs, des assurances pour les personnes qui sont équipées de produits de prévention, qui ont un comportement de prévention et qui sont des cibles de téléassistance intéressantes. Ça pourrait aller dans ce schéma-là. Donc bien évidemment, on peut faire des brainstorming. On a fait pour différents acteurs de téléassistance des brainstorming avec des professionnels et puis des seniors pour pouvoir avoir d'autres idées qui ne sont pas affichées ici. Donc faire grossir, briser le plafond de verre et passer de 10% à 20%, les outils marketing jusqu'à présent ne le permettent pas. Même les outils marketing spécifiques pour les seniors. Donc, il y a des stratégies de communication où on cible directement les seniors en leur proposant des réductions très fortes. Ensuite, vous avez les outils du senior marketing que Jean-Paul Trigger avait introduit, la subjectif, la manière de communiquer, respect beaucoup de l'information, etc., etc. C'est important à prendre en compte. Le marketing générationnel peut également être pris en compte, bien évidemment. Donc ces outils sont pour moi bien souvent indispensables pour avoir une communication efficace et convaincre efficacement les seniors. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à faire grossir le plafond de verre et ça ne suffira pas à passer de 10% à 20%. Je prends les paris, mais je ne pense pas que ça puisse suffire. Donc, on a développé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie senior stratégique, qui est basée sur à trois niveaux. C'est une méthodologie à 3 niveaux: optimisation, ciblage et expansion. D'abord, expliquer un petit peu la philosophie. Quand on aborde un nouveau projet, une nouvelle mission, généralement, c'est souvent des entrepreneurs ou des grandes entreprises qui n'arrivent pas à atteindre un objectif sur les seniors ou qui sont déçus d'un potentiel de leurs produits. Et on nous demande de débloquer la situation et de leur permettre de vendre plus. Généralement, on va prendre un exemple. Actuellement, on travaille beaucoup sur les axes de prévention, sur les outils de prévention. Et il y a déjà des actions qui existent. Je pense à un exemple d'un client qui est venu nous voir pour des actions de prévention, en nous disant voilà, il n'y a pas assez de personnes qui participent à nos ateliers ou des actions de prévention dans l'assurance et on veut augmenter le nombre. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit en fait on arrive avec un consultant un petit peu différenciant, c'est-à-dire en fait il va remettre tout en cause en disant voilà que ce que vous avez fait, ce que le précédent avait fait, c'est pas bien. Et nous on n'a pas du tout ce caractère-là. En fait, d'ailleurs je ne l'ai pas du tout. Moi je pars de l'existence, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un produit qui vend déjà et qui a atteint un plafond de verre. L'idée c'est de
Vous avez un projet, un produit qui a atteint un plafond de verre et vous voulez faire progresser ses ventes. Moi, je pars du principe que vous avez déjà des clients et au lieu de tout changer dans le produit en disant voilà, etc., même avec des idées qui sont fausses, ce qu'on peut également faire, c'est aller voir les meilleurs clients que vous avez, aller les cartographier, les modéliser, on verra après comment on fait, de façon à pouvoir démultiplier et cloner en fait des clones de ces meilleurs clients avant de pouvoir changer. Donc déjà, c'est l'optimisation. L'optimisation de ce que vous faites déjà. Après, il y a le ciblage, dans le sens qu'en fait, on peut modifier un peu l'offre pour pouvoir avoir un meilleur ciblage par rapport à une cible. Et après, il y a l'expansion du marché du plafond de verre en tant que tel. Donc, je vais parcourir les trois niveaux. Comment on a fait cette méthodologie? Bon, il n'y a pas de miracle. On a 25 ans d'expérience d'études de marché et d'analyse sur le marché des seniors. C'était une dizaine d'études quantitatives qu'on a menées, en tout cas qu'on a encadrées, puisqu'en fait on les sous-traite. Et on a mené des centaines d'études qualitatives. Juste pour vous situer, entre juin et octobre 2024, nous faisons pratiquement un peu plus de 20 études qualitatives sur les seniors. Donc en fait, on a été immergé dans la plupart des secteurs d'activité, dont la téléassistance, par des seniors, avec des seniors. Et donc on a passé beaucoup de temps. Donc on sait comment différentes typologies de seniors réagissent différemment. Et c'est ça en fait qui nous permet d'avoir une analyse assez fine sur qu'est-ce que les seniors demandent et pourquoi, est-ce qu'ils vont consommer ou pas un produit et qu'est-ce qui ferait qu'ils consomment plus un produit. Et ensuite, pour ceux qui le savent, je suis passionné par la psychologie. En fait, je suis psychologue en plus de la stratégie, notamment en psychologie cognitive et sociale et en profiling, ce qui permet en fait de bien comprendre les seniors et les relents psychologiques, leur cadre mental psychologique, pour pouvoir mieux proposer des produits. Mais j'en parlerai un petit peu après. Premièrement, alors premier niveau, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? C'est pas faire augmenter le marché potentiel, hein, c'est pas faire dépasser le plafond de verre, c'est de faire en sorte que vous preniez des parts de marché à vos concurrents, aux gens, aux seniors qui sont déjà convaincables par le produit. Donc comment ça marche? Il y a la possibilité effectivement de faire des focus group avec des seniors qui sont clients de chez vous. Et on peut faire différentes typologies parce que vous avez les seniors en téléassistance, il y a au minimum les seniors qui s'équipent en prévention, les seniors qui s'équipent après un incident, puis après il y a des seniors qui se renseignent mais qui ne commandent pas par exemple. Après il y a tous ceux qui refusent ou qui ne s'y intéressent pas. Donc on fait des focus groups sur ces différents profils, mais ça peut être des profils autres bien évidemment. Et on va comprendre leur psychologie, leurs valeurs, leurs croyances, leurs références, les croyances qui fait qu'ils ont acheté, pas acheté, décalé, etc. Leur modèle de pensée, comment est-ce qu'ils ont réfléchi pour pouvoir prendre une décision. Parce que l'idée, en fait, sur la silver economy, c'est vraiment de convaincre, en fait. C'est plus que communiquer, c'est quand même convaincre sur des produits, surtout qui demandent, en fait, l'acceptation d'une fragilité. On co-crée les produits avec les seniors, on co-crée la communication avec les seniors, parce que le produit reste tel quel, de façon à pouvoir faire une communication optimale. On va prendre des exemples. Dans les focus group, on leur demande par exemple de marquer des slogans qui pourraient les convaincre, de créer le visuel par exemple, le type de visuel, et après on le valide. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des visuels qui, nous, on le remarque pas, mais peuvent déclencher des sentiments négatifs parce que ces visuels peuvent leur faire rappeler la mort, par exemple, ou la maladie, alors que nous, on n'aurait pas vu, il suffit de faire une photo avec un champ, un pré, un terrain légèrement incliné, et là, ils le font le lien avec la mort, donc c'est très, très, très fin, et il faut bien valider. On peut améliorer le positionnement, plus ou moins senior par exemple, en fonction de ce qu'on veut. On valide si vous avez employé les outils du marketing, du senior marketing, les fondamentaux de son secteur d'activité, mais ça, vous les avez bien sûr. Et il peut y avoir également la formation des vendeurs, puisqu'on a une méthode qui s'appelle STS Persuasion System, qui est un process de vente en fait qui augmente très fortement
les ventes et les seniors. Une fois qu'on a fait ça dans ce niveau, on passe à une autre étape qui est l'emploi de ce que j'appelle la psychocommunication pour améliorer votre campagne de communication de façon à ce qu'elle soit plus persuasive. Donc là, c'est des outils qui sont issus de la psychologie cognitive et sociale. Il y en a une cinquantaine d'outils qui permettent fortement d'augmenter la persuasion et donc la performance d'une publicité. Je vais prendre simplement 3 exemples, les critères interne-externe, rapprochement, évitement et tri, information. Interne-externe. On se sépare à peu près en 50-50. Quelqu'un qui est externe, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions par rapport au regard extérieur et par rapport au témoignage extérieur, par rapport à ce que disent d'autres personnes. Donc ils vont être sensibles aux témoins. Donc si vous avez une campagne de communication, il n'y a pas de témoins, pas de témoignage, ça ne percute pas chez ces personnes en question. Les personnes qui sont internes comme je suis, on ne prend pas ces décisions par rapport aux autres, on prend ces décisions par rapport à ce que l'on croit pour nous, par rapport à notre propre vécu, par rapport à notre vision interne des choses. Quand on fait faire une communication par une agence de communication, le risque est que, en fait, c'est pas le risque, c'est que le fait est que celui qui va créer, le créatif de l'agence de la publicité, votre publicité, sera soit interne, soit externe. Et s'il est interne comme moi, il va oublier les témoignages, et s'il est externe comme moi, il va oublier le langage qu'on tient pour les internes. Donc déjà là, sans faire attention, votre campagne se sabre, coupe complètement 50% du potentiel. Et ça va s'additionner avec tous les autres critères, donc à la fin vous allez vous apercevoir qu'il ne reste plus que 2%. La campagne de communication ne performe pas très très peu. Le deuxième critère, c'est rapprochement-évitement. Rapprochement, c'est celui qui va dire je vais en vacances pour voyager, découvrir, me ressourcer. Et celui qui est en évitement, c'est celui qui va dire je vais en vacances parce que j'ai beaucoup trop stressé, c'est pour déstresser. Quelqu'un qui est en rapprochement dans la téléassistance veut dire voilà, je vais prendre la téléassistance pour rester le plus longtemps possible chez moi et être en sécurité. Et celui qui est en évitement va dire voilà, je vais prendre une téléassistance pour éviter de chuter ou éviter d'avoir des complications. Bon, pas éviter de chuter d'ailleurs, il pourra quand même chuter même avec la téléassistance. Il faut que la communication cible les deux. Et avec tact. Là c'est pareil, comme on est 50-50, si vous imaginez qu'on avait déjà 50% en haut cramé parce qu'on n'a pas fait le travail correctement, une communication rapprochement va attirer que les gens rapprochement, et une campagne de communication en évitement va attirer que les personnes en évitement. On s'aperçoit que les personnes qui vont s'équiper d'une téléassistance en prévention sont davantage en rapprochement, et les personnes qui s'équipent en réaction ont davantage un comportement d'évitement. Donc on voit bien qu'il faut cibler les deux. Si on ne fait pas ça, bon, on s'en élimine encore 50%, il ne reste que plus que 20%, 25%. Et ensuite, vous avez le tri information. Le tri information, c'est ce à quoi l'être humain s'intéresse sur une idée, sur un récit, dans un film, dans une communication ou pour raconter ses vacances. Une personne, pour raconter ses vacances, elle peut expliquer ce qu'elle a fait, avec qui elle l'a fait, où est-ce qu'elle l'a fait, ce qu'elle a appris, les musées, etc. Et le prix, combien a coûté un avion, machin, etc. L'être humain le cerveau ne peut pas gérer les 5 d'un coup. Donc en fait, il en privilégie 3 sur les 5. Vous voyez, vous avez 5 puissance 3 possibilités. Donc il faut que la campagne de communication utilise les 5. Si vous n'utilisez pas les 5 et que vous prenez uniquement les critères de celui qui a créé la publicité, généralement c'est ce qui arrive, eh bien vous aurez peut-être plus que quelques pourcents du 25% restant issus des 2 autres critères. Donc ça veut dire quoi ? Il faut que la publicité suggère le mouvement, même avec une telle assistance. Je dis suggère le mouvement. Il faut que la publicité montre des personnes. Il faut que la publicité montre un lieu, un environnement, donne de l'information, et il faut qu'il y ait quelques chiffres. Si vous oubliez les chiffres, vous éliminez celui-ci. Si vous oubliez vous montrez que le médaillon et pas une personne qui porte un médaillon,
vous oubliez cela. Et donc au bout d'un moment, il ne reste plus grand-chose. Et les campagnes de communication ont du mal à fonctionner. Et il n'est pas possible de convaincre une personne si on ne respecte pas ces critères. C'est important, d'accord. Donc vous avez une cinquantaine de critères et tout ça, ça va s'additionner. Par exemple, l'orientation dans le temps, par exemple. Euh, une campagne de communication qui parle au présent, par exemple, et qui n'emploie pas des verbes du temps du futur, futur proche ou même au futur, n'arrivera pas à convaincre les personnes seniors qui s'équipent en téléassistance en prévention. Donc ça, c'est la première couche qui est l'optimisation. Deuxième niveau qui est le ciblage. Alors, lorsqu'on commence une mission ou lorsqu'on me pose une question, voilà, que pensez-vous de ça, etc., etc. Lorsqu'on se donne un avis, on ne fait pas attention, on donne un avis par rapport à ses propres critères. Et ce qui est un peu ridicule parce qu'en fait, chacun a des critères différents. Donc, quand on commence un projet, on commence par définir ou écouter, si c'est pas défini, si c'est défini, l'objectif, votre objectif. Et ensuite, on va classer les critères d'importance pour atteindre votre projet. Et c'est là qu'on voit qu'entre deux téléassisteurs, il ne peut pas y avoir les mêmes recommandations. Enfin, il peut très rarement avoir les mêmes recommandations parce que votre objectif et vos valeurs seront différentes, n'ont aucune chance d'être statistiquement en probabilité d'être identiques à un autre téléassisteur. Par exemple, si votre objectif c'est de vendre 1000 téléassistances sur la France sur un an, ou 2000, 3000, vous pouvez prioriser votre campagne de communication, votre vente sur Internet. Sachant qu'il y a environ 5500 recherches de mots téléassistance par mois sur le sol français. Par contre, si vous devez en vendre 50 000, on voit bien que on n'y arrive pas qu'Internet. Donc, ne serait-ce que ça, tout simplement, ça définit en fait l'orientation. Donc, une fois qu'on a l'objectif et les critères d'importance, on peut enfin commencer. Ensuite, on va utiliser des matrices de réflexion qui sont, moi j'appelle ça la matrice CC, que j'avais inventée en 2016. Sur l'axe horizontal, vous avez le degré de connaissance de la situation. Est-ce que la personne a conscience de sa fragilité ou de la fragilité de sa situation à domicile? Son domicile n'est pas adapté, ou il y a des éléments qu'il faut adapter dans le domicile pour ne pas chuter. Donc à droite, la personne est très consciente, et à gauche, la personne n'est pas du tout consciente. Et ensuite, est-ce qu'elle a connaissance des solutions, le degré de connaissance? Donc en gros, elle a fortement... Donc elle sait qu'elle est dans une situation dangereuse, et elle sait ce que c'est qu'une téléassistance, et donc elle veut une téléassistance, et dans les éveillés. Là, ça peut être une situation, les aidants sont conscients du danger de la vie de leur maman à domicile, mais ils ne connaissent pas les solutions qui existent, par exemple, pour savoir est-ce qu'elle a mangé, etc., etc. Donc, ils sont plutôt dans les conquis, ils savent qu'il y a un besoin, mais en fait, ils ne connaissent pas la solution. Et ensuite, vous avez ceux qui ne sont pas conscients de la situation. C'est celui qui n'est pas conscient que, je ne sais pas, un tapis en haut d'un escalier, c'est dangereux, on risque de chuter. Celui qui n'est pas conscient que le sel, ça aboutit à l'hypertension, que le sucre, ça peut aboutir au diabète, qui n'a pas conscience des conséquences de ses actes, d'accord, de que fumer, ça aboutit pour une grande partie d'entre eux des fumeurs à un cancer, etc. Donc, le plus simple quand même, c'est de cibler les éveillés, bien évidemment, ceux qui sont déjà convaincus. Ensuite, on va positionner la stratégie sur la matrice COMGI que vous avez présentée au début. Donc là, vous avez la téléassistance pour seniors, la téléassistance, on va dire, pour toutes les générations, le ciblage senior et le ciblage sans âge. Donc en fait, on voit bien que, en fonction de si on est en haut ou si on est ici, on va pouvoir cibler différemment. On peut très bien dire, voilà, c'est une téléassistance pour seniors, ou on peut très bien expliquer les bénéfices d'un service qu'on pourrait ne pas forcément appeler téléassistance. Et ensuite, on va s'appuyer sur des typologies de seniors. Donc il y en a plusieurs, généralement on réfléchit au cas par cas, mais on en a fait une il y a 2 ans, enfin 1 an, sur une segmentation par rapport à la prévention. Qui sont les profils les plus réceptifs à la prévention et les plus actifs dans la prévention, et ceux qui sont les plus éloignés.
Et donc on aboutit à des initiés, les procrastinateurs, les non-conscients, les réfractaires. Les procrastinateurs, c'est ceux qui sont conscients de leur situation, mais ils verront plus tard. Voilà. La procrastination peut être due au fait, dans la téléassistance, peut être due au fait, par exemple, pour les personnes qui ont la valeur de la reconnaissance sociale, par exemple, avec une croyance qui est souvent liée, qui est de dire, voilà, je suis aimé que si je réussis socialement, ce qu'on a appris, ce que environ, à peu près 20% des gens ont appris quand ils étaient petits. Là, ça bloque, et même s'ils savent en fait qu'il faut la téléassistance pour leur sécurité ou un produit sur la Silver Echo, ils vont remettre ça au lendemain. Après, il y a les non-conscients. Alors, c'est ceux qui ne sont pas conscients des dangers de leur santé ou de leur fragilité, etc. Et après, vous avez les réfractaires. Les réfractaires, généralement, ça peut être des personnes qui ont la valeur de la force en premier. On en trouve beaucoup à la salle de sport. C'est-à-dire qu'en fait, c'est je suis aimé si je suis fort, etc. Donc, on les voit marcher un peu en force. On les voit lever des poids à la salle de sport un peu en force, etc. C'est pas forcément la santé ni la forme qui les intéresse, c'est la force. Et bien évidemment, la téléassistance va percuter leurs valeurs, puisqu'en fait la téléassistance va être perçue comme une faiblesse. Et donc ça bloque à ce niveau-là. Et après, vous avez les initiés, à peu près 18% de la population. Ils ont un profil particulier, c'est qu'en fait, ils ont plutôt la santé dans les premières valeurs, de leurs valeurs, et ils ont moins de valeurs qui sont en conflit avec un produit de la silver economy qui demande d'accepter une fragilité. Généralement, ils ont une orientation du temps vers le futur, et donc ils s'imaginent les conséquences d'un acte. Et ensuite, ils ont souvent un déclencheur. Alors les déclencheurs, il y en a plusieurs, mais ça peut être le fait d'avoir été aidant et de dire, voilà, je ne veux pas finir comme maman. On comprend bien qu'un aidant qui vit dans le passé, c'est en fait qui explique le présent par rapport au passé, aura du mal, même s'il a été aidant, à se projeter lui-même dans l'avenir, ou alors il dira, bon, il y a encore le temps de voir. Alors que quelqu'un qui est dans le futur va penser plus facilement. Par contre, ce que je voulais également expliquer un petit peu ici, c'est que les initiés sont des gens qui sont, je n'ai pas dit également, qui ont un processus plutôt mental de réflexion, et plutôt plus mental qu'émotionnel ou que dans le corps en fait, dans le ressenti du corps. Et ça aboutit à ce qu'ils se sont déjà beaucoup renseignés sur un sujet. Et donc vous devez les voir arriver, ils auront été sur Internet, seront renseignés sur la téléassistance à droite à gauche, et en fait ils auront déjà beaucoup d'informations. Ils ne veulent pas. Vous voyez, si vous avez travaillé beaucoup sur un sujet, et puis quelqu'un vient vous voir, vous apprend la vie sur votre sujet en démarrant de zéro, vous le prenez mal en fait. Ces seigneurs ne veulent pas qu'on leur remette le nez dans le caca, entre guillemets. Ils ne veulent pas que l'on leur rappelle trop fortement les risques qu'ils encourent. Ça, ils les connaissent. Donc la communication, pour ces gens-là, ça doit juste suggérer en fait. De façon à ce que chacun d'entre eux puisse mettre, même des fois inconsciemment, puisse comprendre la communication comme il le souhaite, et mettre l'exemple qu'il souhaite. Et, bien sûr, et on s'aperçoit que psychologiquement, quand on présente un produit qui est anxiogène, si on le présente de manière assez soft, assez ouvert en laissant l'imaginaire l'interpréter comme il le veut, ils vont prendre des exemples qui ne vont pas les faire trop souffrir, psychologiquement. Alors, si on insiste trop, on dit voilà, y a des chutes, il y a des morts, etc. Là, en fait, vous leur faites déclencher dans le cerveau la mort. Si vous présentez correctement la téléassistance, ils ne vont pas déclencher des images en grande partie ou des références sur la mort, etc. Donc, on s'aperçoit que lorsqu'on est trop direct sur la silver economy, on va cibler plutôt les gens qui sont en évitement, plutôt les gens qui ont un incident sur l'instant T, mais pas les personnes qui sont en prévention. Et donc, on voit bien qu'il va falloir faire un équilibre entre les deux, et on verra un petit peu après. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin. Le deuxième point qu'on aborde, c'est l'expansion. L'expansion, c'est là qu'on va dépasser le plafond de verre. Donc, première étape, on a amélioré votre stratégie de communication de persuasion pour aller prendre des parts à des concurrents. Ensuite, on a pu faire un petit peu avancer l'idée sur le plafond de verre, fine-tuner correctement la communication pour vraiment être optimal.
Et ensuite, on va pouvoir essayer d'aller prendre des seniors qui ne peuvent pas, donc qui sont en dehors du marché potentiel réalisé pour l'instant, des seniors qui veulent la téléassistance, enfin qui voudraient la téléassistance mais qui ne peuvent pas, et des seniors qui devraient potentiellement avoir la téléassistance pour leurs biens, mais qui ne le veulent pas. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, on va aller prendre des gens qui sont ici et des gens qui sont ici. Donc, pour aller prendre des gens dans la possibilité, donc permettre à plus de personnes de prendre la téléassistance, bien évidemment, l'idée, en fait, dans ces cas-là, c'est de faire des focus group avec des seniors, et en fait, en brainstorming plutôt, et ils vont imaginer des idées, beaucoup d'idées. On peut faire aussi une veille sur différentes approches qui existent de par le monde et qui peuvent fonctionner. Donc il peut y avoir l'expansion géographique, il peut y avoir l'expansion de son réseau de prescripteurs, il peut y avoir la gratuité ou des produits ou des systèmes de financement de la téléassistance. On s'aperçoit que la gratuité permet quand même de faire progresser la téléassistance assez fortement. Mais évidemment, c'est juste des exemples, mais vous avez, on peut imaginer plein d'autres idées. Là, en fait, on va les prendre. Et donc là, en bleu, vous avez le marché potentiel, les gens qui vont accepter la téléassistance. Et là, vous avez des typologies de personnes qui refusaient, pour différentes raisons, je vais expliquer un petit peu, et qu'on va essayer d'aller convaincre. Donc, c'est les seniors qui auraient intérêt à utiliser des produits et des services de la Silver Economy, dont la téléassistance, mais qui le refusent. Donc, pour expliquer un petit peu pour ça, on va descendre un petit peu sur la manière dont on prend une décision. Vous avez donc cerveau humain, où vous voyez le cerveau, etc., enfin la tête plutôt. Vous avez l'information ici des personnes, une information, donc votre campagne de communication. On va présupposer, on va prendre le postulat que votre campagne de communication respecte les outils du senior marketing et respecte l'influence du vieillissement sur les 5 sens, d'accord? Bon, la baisse de la vue, la presbyacousie aussi, on va estimer qu'en fait tout ça s'est fait correctement et que l'information soit à peu près correctement diffusée. Mais déjà là, il y aura des pertes, hein, déjà. Donc, une décision d'acheter un produit de téléassistance ou n'importe quel produit pour nous tous va dépendre de plusieurs références, plusieurs idées. Premièrement, c'est la référence. C'est en fait, si je vous dis vacances, inconsciemment, vous pensez à des vacances. Si je vous dis voiture, inconsciemment, vous pensez à une voiture. Et si vous faites très attention, et si vous observez, vous allez même vous apercevoir que c'est généralement une image, enfin, c'est pas généralement, c'est une image, en fait, que vous pouvez placer. Alors, que je dis qui est dans le cerveau, mais en fait, en psychologie, en spiritualité, on dit qu'elle n'est pas dans le cerveau. Mais on va dire que c'est une image qui est déclenchée. L'image peut être très proche de chez vous, ou près proche de votre tête, ou plus loin, ou même être derrière. En fait, ça dépend. Vous pouvez faire attention à ça. Si vous ne faites pas l'habitude, c'est ce qu'on fait en méditation, c'est quand on observe, le type de méditation, on observe en fait les pensées, en fait, on observe les images et en fait, on les laisse passer. Si je vous dis éléphant bleu, bon, etc. Si je vous dis mort, par exemple, etc. Chaque image, chaque mot qu'on prononce, chaque communication va déclencher une référence, une image. Si je vous dis vieillir, tac, il y a une image. Si je vous dis bien vieillir, il y a une autre image qui est déclenchée. Si je dis assistance, il y a une image. Et l'image qui est déclenchée est derrière associée à une émotion, automatiquement, ça c'est inconscient. Et l'émotion, en fait, est associée à une action, à une énergie et une action qui fait la décision. Si vous dites téléassistance à des personnes qui déclenchent le mot, qui déclenchent la référence d'une personne qui est dépendante, par exemple, là l'émotion va être négative parce que personne dépendante, peut-être qu'après les dents, on va penser à sa maman qui est décédée, ou son papa qui est décédé, ou ses grands-parents, une personne qui est décédée. Là, ça va être l'émotion de tristesse qui va être enclenchée, et là, il va y avoir refus en fait de votre produit. Ça marche comme ça, le système de réflexion, de pensée mentale. C'est une succession d'images, émotions, images, émotions, et ça peut nous emmener, pour ceux qui sont dans la dépression jusqu'à la dépression, ou dans l'extase, si on déclenche en l'autre sens, ou si on déclenche soi-même, ce qui est possible au bout d'un moment, on est en pratiqué de déclencher soi-même des images que l'on souhaite dans le cerveau, et vous allez vous apercevoir que c'est très puissant. Donc, dans les focus group, on a un processus psychologique qui nous permet en fait de comprendre la référence qui est déclenchée par rapport à différents secteurs d'activité ou par rapport à des mots. En sémiologie, quelle référence est déclenchée par quel type de senior par rapport au terme vieillir, par exemple, au terme téléassistance. Il faut avoir cela, d'accord? De façon, et voilà. Parce qu'une fois qu'on a cette référence en question, on peut orienter la publicité de façon à ce que ça soit une image un peu plus positive qui soit déclenchée.
Ensuite, ça dépend de l'état émotionnel dans lequel la personne se trouve à l'instant T, bien évidemment, mais aussi en fonction de ses valeurs et ses croyances. Si une personne a la valeur de la force, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, et puis la croyance je suis aimé si je suis fort, généralement c'est associé, ça représente à peu près 15% des gens quand même, hein. Là, en fait, le fait de proposer une téléassistance liée à des personnes âgées, donc ça va déclencher une image d'une personne âgée ou d'une difficulté d'une personne âgée, ça va déclencher, cette image, en fait, va être on va être en confrontation, va heurter la valeur et la croyance. Là, ça risque de mettre même en colère la personne. Si c'est ce profil-là, ça la met en colère. Et intérieur, en fait, et elle, même si c'est petit, elle va refuser votre proposition. Donc, on va aller chercher chez les personnes ce qu'on appelle la modélisation, c'est qu'on va modéliser les profils psychologiques. On va profiler, en fait, les seniors qui achètent la téléassistance ou qui la refusent, enfin, en fonction du focus group. Et on va modéliser les références, les croyances, les valeurs, etc., les émotions. Les croyances positives qui vont accélérer ou qui ont accéléré l'achat d'une téléassistance et les émotions négatives qui ont au contraire freiné et fait une objection à ne pas acheter la téléassistance. Et on va parler également, bien sûr, du processus de pensée. Et tout ça, mis à bout, ça fait une décision. Oui, non, on verra plus tard, etc. Et on va faire un zoom sur l'identité. Alors, l'identité, quand on était à l'école, on nous faisait réfléchir sur la question qui sommes-nous? Et on devait répondre, enfin, moi, c'est tel que je l'avais compris, une seule réponse. En fait, on s'aperçoit qu'on est une multi-identité. À chaque moment de sa journée, en fait, on peut être une identité différente. Même effectivement, même si je suis Frédéric Serrière, mais quand je fais du vélo, je suis un cycliste. Quand je joue, je suis un joueur, etc., etc. Donc, peut-être juste expliquer comment ça fonctionne sur un exemple. Lorsque je vais dans la salle de sport, donc moi j'ai la valeur de la santé comme étant importante. Bon, je m'habille, voilà, etc. Tac, tac, tac. Je prends mon vélo. Donc là, alors là, je vais en vélo à la salle de sport. Donc là, je suis un cycliste. Donc par rapport à la santé, vous devinez qu'un cycliste par rapport à la santé va mettre un casque, va avoir des phares pour s'éclairer. Et moi, par exemple, je vais prendre des rues où il y a moins de circulation pour protéger le plus possible ma santé, à ne pas être percuté, etc. Et je vais faire attention. Par contre, j'ai la croyance que l'on ne reçoit pas de PV lorsqu'on grille un feu en ayant un vélo. Et donc, quelqu'un qui a la santé et qui a cette croyance en question, il va regarder à droite, à gauche pour voir s'il n'y a personne, c'est lorsqu'il y a un feu rouge, et il va traverser. On arrive à la salle de sport, ici, je suis client. Quand j'ouvre la porte et qu'il y a le coach qui m'accueille, je suis client et je me comporte, comme j'ai été éduqué à respecter un peu les gens, je me comporte comme un client respectueux. Voilà, parce que je suis quand même chez eux. En fait. Et ensuite, je m'habille, etc. Et je vais avec mes potes. Et là, je peux blaguer. Donc là, on va dire, je suis un ami, un blagueur, etc., un pote blagueur. Mais si on alterne sur une machine et qu'on est un peu en compétition, même pour s'amuser, là, je suis un compétiteur, pour peu que ça m'intéresse. On s'aperçoit qu'en fait, à chaque étape, j'ai une identité différente. L'identité, en fait, elle est automatiquement reliée avec des valeurs et des croyances et des références, et ça c'est entièrement automatique, c'est entièrement inconscient. Et à tous les moments de la journée, en fait, on va on va s'identifier à des identités, et on va les piocher dans son système de valeurs, les identités qui sont raccrochées. Bien évidemment, tout ça c'est inconscient. Pourquoi je vous parle de ça? Lorsqu'on achète une voiture, par exemple, lorsqu'on a une nouvelle voiture ou une nouvelle gazinière, enfin une nouvelle brosse à dents, par exemple, à ce moment, même quand on utilise TikTok, à ce moment-là, en fait, il y a de la dopamine qui se développe dans le corps, et parce qu'on a l'identité qui est valorisée. J'ai une nouvelle voiture, j'ai un nouveau vélo, etc., etc. Même avec une simple brosse à dents, une nouvelle brosse à dents, ça fonctionne comme ça. Donc en fait, dans la plupart de la consommation des produits courants, il y a et la projection, enfin, on va jouer une identité qui est valorisée. Et ça va développer de la dopamine. Les produits de la silver economy, c'est l'inverse. Et c'est là la difficulté, la grosse difficulté pour moi de la silver economy, c'est ça en fait. C'est que les produits de la silver economy ou du grand âge
sont des produits en fait qui ne développent pas de dopamine, en fait, qui demandent l'acceptation d'une identité qu'on va juger dégradée, fragilisée. Et on demande au monsieur de passer de la gauche à celui qui est à droite. Et ça, en fait, c'est difficile. Et ça va demander, en fait, euh, euh, donc, en fait, de penser une identité dégradée, automatiquement les croyances qui vont être associées. Donc, voilà, si je suis fragile, je ne serai plus aimé. Ou alors, la croyance, peut-être, c'est beaucoup en fait. La croyance, c'est on abandonne les plus âgés. Et donc, on abandonne les plus âgés. Et donc, on va euh, m'abandonner. Donc, on comprend bien que l'identité euh, qui est déclenchée par un produit de téléassistance va être primordial sur l'acceptation ou le refus du produit en question. Et le déni ou la procrastination, on voit bien que découle de ce système processus psychologique. Il y a des façons de faire, par exemple, vous allez me dire, mais comment on peut faire? Si on fait une campagne de communication pour la téléassistance pour des seniors, bien évidemment, la communication cible prioritairement les seniors. Mais on peut mettre un encart dans la publicité où on voit un travailleur isolé qui a aussi une téléassistance. À ce moment-là, quand la personne âgée va regarder, ou quand une personne regarde cette publicité, il y a ce qu'on appelle une, une double contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit que c'est pour les personnes âgées, mais ce n'est pas que pour les personnes âgées, c'est aussi pour les travailleurs isolés. Donc on voit bien que l'identité qui sera déclenchée par cette communication sera différente de l'identité qui était déclenchée si on avait communiqué que sur les seniors. Donc il y a des moyens de faire déclencher, d'essayer de changer ou d'ajuster l'identité qui est déclenchée chez les personnes. Et au final, ce que vous avez, eh ben vous avez des achats, des profils classiques que vous avez déjà en achat en préventif, mais vous en avez plus parce qu'on aura optimisé la communication. Vous avez les achats en réactif après un incident, et là vous en avez plus parce qu'en fait on a amélioré. Vous avez deux types de profils qui peuvent exister, les personnes avec un handicap bien évidemment. Et après on aura rajouté des profils qui jusqu'à présent refusaient la téléassistance mais qui l'acceptaient. Il y a des profils qui ont des valeurs qui sont plus compatibles avec l'acceptation d'une perte de fragilité, par exemple, mais qui ont une croyance qui bloque. Donc la valeur est à peu près compatible, mais la croyance bloque. Et dans ce cas-là, on peut faire une communication qui va mettre en doute, qui va fragiliser la croyance, qui va répondre à la croyance. Et là, effectivement, on va pouvoir avoir une acceptation de la téléassistance. Et donc, en fait, ensuite, on va faire une campagne de communication, bien évidemment, en ciblant, en réfléchissant de façon à ce qu'elle convainque l'ensemble des différents profils. Si une campagne de communication, je vous disais, parle trop de difficultés qui sont liées à ne pas avoir la téléassistance ou de difficultés que les seniors vivent, on va plutôt attirer ce profil-là et on va faire fuir celui-ci. Si on est trop évasif, on va attirer ce profil-là, peut-être d'autres profils ici, mais pas celui-ci. Donc il va falloir ajuster la publicité. On peut avoir le fond et la forme qui est différencié. On peut avoir l'emploi de mots spécifiques en sémantique qui permettent en fait de jongler. On peut avoir des phrases qui sont, on appelle ça dénotées, qui sont un peu vagues et que le cerveau va compléter et va comprendre avec sa propre expérience le discours, par exemple commercial. Il y a plusieurs solutions de façon à faire augmenter les idées. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez compris qu'en fait on peut forcément, j'imagine, améliorer vos campagnes de communication, la performance et même vos ventes. Au final, c'est vos ventes en termes de téléassistance. On peut faire une partie ou tout partie de cette méthodologie, bien évidemment. On peut simplement valider vos campagnes de communication avec les différents outils psychologiques de persuasion, bien sûr. On valide aussi, je ne l'ai pas dit, mais aussi avec les biais cognitifs, bien évidemment, et les différents ressorts qui sont issus de la psychologie sociale. Si vous le souhaitez, échanger avec moi. Vous pouvez avoir un rendez-vous d'une heure gratuit en visio. Donc, il suffit de m'envoyer un mail à serrièrefrédéric@gmail.com. Il y a un guide qui s'appelle Briser le plafond de verre sur le site. Et ça, c'est sur mon site frédéricserrière.com, www.frédéricserrière.com.
Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.